À défaut de données officielles, plusieurs associations et collectifs de défense des victimes se sont attelés au décompte du nombre de personnes décédées dans le cadre d'interventions de police ou de gendarmerie. Le site Bastamag propose ainsi un recensement consultable en ligne. Ces données incluent tous les décès survenus dans le cadre d'interventions de police ou de gendarmerie portés à sa connaissance. Le site recense 109 décès entre 2004 et 2014. Ces 5 dernières années, on compte en moyenne un décès par mois. 14 décès en 2014, 10 en 2013, 19 en 2012 et 9 en 2011 et 2010. Un profil type se dessine. Un homme noir ou arabe, habitant un quartier populaire de l'agglomération francilienne ou lyonnaise, âgé de 25 à 30 ans. Lorsqu'une personne subit une violence policière, quand elle est tuée ou gravement blessée par un policier ou un gendarme, on observe souvent les mêmes séquences d'un scénario. C'est le même schéma qui se déroule et qui débouche la plupart du temps sur la minimisation de la violence d'État. On finit par parler de bavure ou d'accident. Que l'affaire ait lieu contre un manifestant lycéen en 1986 ou contre un jeune de quartier populaire des années 2000, c'est ce schéma qui se reproduit pour les violences policières. Mais comment expliquer que les forces de l'ordre soient irresponsables devant la population qu'elles sont censées protéger? Comment expliquer qu'il existe une certaine impunité policière? En 1986, une affaire de violence policière avait fait grand bruit dans le contexte des mobilisations lycéennes et étudiantes contre la loi Devaquet. C'est celle de Malik Oussekine, tué par des policiers de la brigade des voltigeurs, des agents circulant en moto pour disperser et réprimer la foule de manifestants. Cela se passait donc le jeudi 4 au soir. Le lendemain, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6, les mêmes brigades motorisées intervenaient rue Monsieur-le-Prince. La suite, vous la connaissez. Malik Oussekine, un étudiant de 22 ans, allait mourir d'un arrêt cardiaque après avoir été frappé par les policiers. Le premier réflexe des autorités politiques est de nier la violence. Selon le parquet, sa mort est due à une décompensation cardiaque liée à un état pathologique rénal antérieur. Le jeune Malik Oussekine était dialysé. Aucun des hématomes ne semble expliquer seule la mort du jeune et aucune fracture n'a pu être décelée à la radiographie. Autrement dit, les voltigeurs ne seraient pas les responsables de la mort de Malik Oussekine. Dans les conditions où il était, ce garçon-là, moi je serais resté chez moi. Si j'avais été malade comme il était lui, je pense qu'il aurait pu rester, sans parler mal, sans prendre de parti, mais avec ce qu'il avait, je pense qu'il aurait pu rester chez lui ce jour-là. Il aurait évité parce qu'il avait déjà été pris une fois, je pense, le matin. Ça ne vous rappelle rien ? C'est le même argument qui a d'abord été utilisé pour expliquer la mort d'Adama Traoré le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. 3 gendarmes enquêtent sur une affaire d'extorsion et veulent interpeller un jeune de la commune de Beaumont-sur-Oise. Ce jour-là, ce jeune se trouve en compagnie de son frère Adama, âgé de 24 ans. Il est 17h lorsqu'Adama Traoré prend la fuite alors qu'il n'est pas visé par l'interpellation. Et les gendarmes vont l'amener à la caserne. Oui, il est amené à la caserne de Persan et c'est dans cette caserne à 19h05 qu'il est déclaré mort. Adama Traoré est décédé le 19 juillet, le jour de son anniversaire. Dans le cadre d'un contrôle d'identité, Adama Traoré avait été interpellé, menotté et embarqué par la gendarmerie. Il meurt asphyxié sous le poids de 3 gendarmes. Mais ce n'est pas la version du procureur de la République, Yves Janier, pour qui Adama Traoré aurait souffert. Des foyers infectieux situés sur plusieurs organes ont été relevés lors de l'autopsie. Et par ailleurs, le légiste nous indique qu'il n'y a pas de lésions faisant penser à des violences. Or, la version policière, souvent reprise en boucle par les médias dominants, s'est avérée fausse dans les 2 cas. Selon la famille de la victime et les témoins de la scène, Malik Oussekine et Adama Traoré n'avaient aucun problème cardiaque. Leur mort est la conséquence directe des méthodes d'interpellation et de répression policière. Il dit qu'il a fait des ennuis de santé, des ennuis cardiaques. Non, il avait des problèmes effectivement de santé, mais c'était un sportif et il faisait du sport assez fatigant et n'avait pas de problème de cœur. Ils se sont précipités sur, je crois que ça s'appelait Malik, et ils lui ont roué de coups, matraque et coups de pied. Et moi j'ai reçu quelques coups de matraque sur la tête. J'ai vu 3 CRS sortir de cet immeuble avec un mec qu'ils ont littéralement tabassé de façon extrêmement violente,
au milieu, au nez de tout le monde. Ils nous ont interpellés, arrivé à la gendarmerie, mon frère il est mort. Ils l'ont coursé, ils l'ont frappé, j'ai vu. Moi. Il y a deux gendarmes en civil qui sont partis auprès d'Adama avec un t-shirt tout blanc, tout neuf. Ils sont revenus avec un t-shirt plein de sang. 1 heure avant, il faisait du vélo. La veille, il faisait du foot avec des copains. Pour quelqu'un qui était gravement malade, gravement infecté, je trouve ça bizarre. Dans ce type d'enquête, la valeur des témoignages est variable. Celui de Paul Bezlou, fonctionnaire du ministère des Finances dans la mort de Malik Oussekine, avait une grande valeur parce qu'il s'agissait d'un homme blanc, bourgeois, membre d'une des plus prestigieuses administrations d'État. Mais les témoignages de jeunes de quartier, proches de la victime ou de membres de la famille sont considérés comme moins crédibles dans l'espace public. C'est pour cela que les informations des services de santé sont déterminantes, d'où la volonté de la police et du parquet de contrôler ce type d'informations. Or, selon le SAMU ou les pompiers, qui se rendent immédiatement sur place, la version policière est souvent contredite, comme pour Malik Oussekine. Maître Kejman conteste la version officielle sur les conditions de la mort du jeune homme après avoir eu communication du dossier. Parlant de Malik, le médecin régulateur dit ceci. Au moment des faits, cette personne n'est pas victime d'un malaise cardiaque, mais a dû recevoir un coup derrière la tête. Je considère cette personne comme cliniquement décédée. Il serait cependant préférable de ne pas communiquer cette information à la foule. Je propose d'emmener cette personne à l'hôpital Cochin en réanimation aux urgences chirurgie afin d'éviter tout incident. Et d'un point de vue judiciaire, c'est suffisant pour que soient considérés comme responsables ceux qui ont porté les coups mortels. Même si d'autres causes ont pu jouer, en particulier ce mauvais état de santé, il faut et il suffit que les coups soient à l'origine du processus mortel pour que la responsabilité des auteurs des coups soit engagée. Pour Adama Traoré, les choses sont encore plus compliquées. Pendant 2 jours, la famille n'a pas eu accès au corps. 2 autopsies ont été réalisées. La première parle d'infection grave. La seconde ne parle plus d'infection, mais d'asphyxie. La famille demande une 3e autopsie, mais le parquet refuse de l'ordonner. Quelques jours plus tard, le journal Mediapart révèle que des pièces importantes ont disparu du dossier judiciaire. Mais le quotidien diffuse le témoignage d'un pompier. Un gendarme m'a indiqué que la victime simulait et que c'était quelqu'un de violent. Quand j'arrive autour de lui, il y a du monde autour, mais personne ne s'en occupe. La victime se trouve sur le ventre, face contre terre. Le pompier poursuit. Je demande à un gendarme de faire retirer les menottes de la victime, qui sont toujours placées sur les poignets, main dans le dos. Ce gendarme me répète que l'individu simule. Je constate que cet individu n'a plus de ventilation. Mis en cause pour sa gestion du dossier, Yves Janier, procureur de la République, qui n'a eu de cesse de communiquer des éléments faux ou tronqués, est finalement muté, officiellement, pour des problèmes de management. L'instruction est toujours en cours. Une autre manière de relativiser la responsabilité des policiers est de dénier le statut de victime à la personne violentée et la suspecter de violence, d'engagement politique, de délinquance ou de tout autre fait qui diminuerait la valeur accordée à la victime. C'est ce que révèlent certaines questions de journalistes et de témoignages concernant la mort de Malik Oussekine. On demande à son frère s'il était politisé, comme si le fait d'être politisé justifiait sa mort. Est-ce que vous savez si votre frère participait au mouvement étudiant récent ? Écoutez, c'est un étudiant, il était concerné par ce qui se passait, mais c'était pas du tout un garçon violent. Je lui avais loué une chambre d'étudiant car il était étudiant, et nous parlions même parfois de ses études, de ses orientations futures. Il était parfait comme présentation, tenue, politesse, gentillesse. J'avais même des rapports amicaux avec lui, étant donné la différence d'âge. Je lui donnais des petits conseils sur le plan des études. Ainsi, Malik Oussekine a été dépeint par tous, sans exception, comme un étudiant brillant, poli, gentil, non violent. Mais la description de Malik Oussekine est une exception. La plupart du temps, les autorités policières jettent le soupçon sur les victimes. Le 27 octobre 2005, Ziad Benna et Bouna Traoré sont suspectés d'être les auteurs d'un cambriolage à Clichy-sous-Bois. Un habitant signale à la police des jeunes qui jouent sur un chantier. Il craint, dit-il, que les adolescents se blessent. Le commissariat envoie alors dans le quartier des véhicules de la BAC. Lorsque la patrouille arrive sur les lieux, elle croise un autre groupe de jeunes qui rentrent simplement d'un match de foot. Les policiers les prennent pour les jeunes du chantier. Une course-poursuite s'engage. Pour échapper aux forces de l'ordre, 2 des adolescents se réfugient dans cette centrale électrique EDF. Quelques minutes plus tard, ils meurent électrocutés d'une décharge de 20 000 volts. Ziad Benna avait 17 ans.
et Bouna Traoré, 15 ans. Autre exemple, celui d'Amin Bentounsi. Le 21 avril 2012, il est tué d'une balle dans le dos par un policier qu'il poursuit. Rappeler systématiquement son passé délinquant pour le salir rendrait plus acceptable son décès. Même lorsque le policier est déclaré coupable en appel le 10 mars 2017, la presse parle de la mort d'un braqueur. Ce passé délinquant est constamment mis en avant, ce qui correspond à la stratégie des avocats des policiers. Il faut faire passer l'idée que l'usage de la violence était légitime, conséquence d'une peur ou d'un danger immédiat. Damien Saboundjian, policier ayant tué Amin Bentounsi en 2012, dit « J'ai vu l'individu courir en venant vers moi avec le revolver à la main. Il le tenait à peu près à la hauteur de sa tête en courant. J'ai serré le frein à main pour ne pas le renverser. Il a pointé son arme en me désignant. Je suis sorti de la voiture. J'avais peur qu'il vienne vers moi. D'un seul coup, je l'ai vu devant moi, face à moi, de l'autre côté de la chaussée. J'ai riposté en tirant pour le neutraliser, car j'ai senti que ma vie était en danger. » Ce discours n'est pas nouveau. On le retrouve dans la bouche de CRS en 1987. Quand ça commence un peu à bastonner un peu de partout, des fois on a un peu peur, c'est comme tout le monde. Hein. Prenons un exemple récent, celui de la mort brutale de Chao Yo-Liu par un policier de la brigade anticriminalité le 26 mars 2017 à son domicile. Ce jour-là, 3 agents de la BAC interviennent dans le 19e arrondissement de Paris. Leur intervention débouche sur la mort par balle de Chao Yo-Liu, ressortissant chinois et père de famille. Selon la police, un voisin les avait appelés pour signaler la présence d'un homme se déplaçant dans les parties communes avec un couteau à la main. La préfecture a expliqué que les agents de la BAC se sont présentés devant la porte du domicile de Chao Yo-Liu. Ils auraient entendu cris et pleurs. Les policiers ont forcé la porte. Chao Yo-Liu aurait alors porté un coup avec une paire de ciseaux, blessant un policier à l'aisselle, et alors qu'il aurait tenté de porter un nouveau coup au fonctionnaire blessé, un des policiers aurait effectué un tir de riposte pour protéger son collègue. Encore une fois, la version sera dénoncée par la famille et leurs avocats. À suivre, émeute et criminalisation de la révolte.